Je me réjouis beaucoup et je remercie l'Académie des sciences d'avoir associé l'Académie française à cette célébration de d'Alembert, car d'Alembert, c'est à la fois l'Académie des sciences et l'Académie française, et je dirais s'il y a un certain nombre de savants qui ont appartenu aux deux académies, je pense à Fontenelle, je pense à Maupertuis et quelques autres, aucun n'a joué le même rôle à l'Académie française que d'Alembert. Donc, d'Alembert est véritablement à sa place aujourd'hui, aussi au titre de l'Académie. Je voudrais juste présenter, je dirais, un double aspect de d'Alembert, le d'Alembert de l'Académie des sciences et le d'Alembert de l'Académie française. Je le ferai très rapidement. Madame Badinter, dont je me suis beaucoup inspirée, je dois le dire, et dont je salue les travaux qui sont essentiels, Madame d'Alembert, Madame Badinter dira tout ce qu'il faut dire, mais je pense qu'il est important de montrer à quel point ça a été deux d'Alembert différents, et le même d'Alembert en même temps. D'Alembert, bon, d'abord tout le monde le sait, c'était un enfant trouvé, un des 3 enfants trouvés de l'Académie française à cette époque-là, ce qui n'est pas un mince exploit pour une académie que l'on pensait extraordinairement conservatrice. Et toute sa vie, il a été poursuivi par ce statut. C'est une obsession chez lui et qui explique beaucoup de choses. Bon, tout le monde sait, et je ne reviens pas là-dessus, ça a été un enfant extrêmement brillant qui a étudié ici, Madame Bréchignac l'a rappelé. Après ses études, il a cherché sa voie et il a découvert assez vite que les mathématiques, il avait un vrai génie mathématique, le géomètre d'Alembert, et son problème était, il s'est décidé finalement pour ses mathématiques, avoir tâté du droit, de la médecine, et là-dessus, il a compris très tôt que pour sortir de son statut, le baron Grimm disait, il est sans parents, sans fortune et sans appui. Pour sortir de ce statut qui était tout de même peu respectable au XVIIIe siècle, un statut académique lui a paru une solution. Et il a présenté des mémoires très tôt à l'Académie des sciences. Il y est élu à 23 ans en 1740, bon, ce qui n'était déjà pas un exploit, puisqu'un de ses rivaux y a été élu à 17 ans. Enfin, l'Académie des sciences accueillait des gens, les mathématiques ou les sciences avaient des génies extrêmement jeunes. Il y a été élu, d'ailleurs, à la troisième tentative. Et ça, c'est très intéressant, c'est toujours 3 tentatives. Mais il rentre à l'Académie des sciences tout simplement pour acquérir un statut, enfin, le statut social est très important, et il l'acquiert. Mais ce que je voudrais dire, c'est quand il est élu, je le dis très brièvement, il est élu sans problème, en ce sens que, à part dans le milieu scientifique, personne ne connaît ce d'Alembert. On sait que c'est un génie mathématique, mais ce sont les gens des sciences qui le savent. Il ne dérange personne, il est un homme du sérail. Et bon, et à partir de là, il participe à la vie de l'Académie des sciences. Alors, je saute à l'Académie française. Et ensuite viendra l'aventure encyclopédique, mais surtout, progressivement, il est élu en 1740. Vers 1745, je ne suis pas absolument sûr de la date, mais Madame Badinter la connaît peut-être, il rencontre Madame du Deffand, qu'il avait croisée à Sceaux auparavant, qui se fait sa protectrice, et une autre vie s'ouvre à cet enfant trouvé, c'est la vie des salons, c'est la vie du monde, la vie d'un monde qui lui avait échappé jusqu'alors. Et je dirais que d'Alembert, à ce moment-là, bon, il va entrer dans l'aventure de l'encyclopédie, avec le discours préliminaire, il acquiert une célébrité extraordinaire en 1751. Il publie aussi l'essai sur les gens de lettres, les grands et les mécènes en 1752, 2 textes qui lui apportent la célébrité, qui le déplacent du statut d'homme de science à un statut d'homme de lettres dont il avait toujours rêvé. Alors on peut dire que d'Alembert a à la fois manifesté une certaine désinvolture à l'égard de l'Académie française. Enfin, il disait, Quaker, je passerai sans enlever mon chapeau devant l'Académie française. Il disait à Madame du Deffand, qui voulait l'y faire entrer, ne vous préoccupez pas de cela. Mais en même temps, je pense assez tôt, il pense que l'Académie française correspond à son nouveau statut, à ce statut de célébrité littéraire qu'il a acquise. Il est passé d'un statut à un autre. Et là, ce que je voudrais dire, c'est ça qui est intéressant. Bon, il sera élu à l'Académie française en 1754, mais à la troisième tentative, même s'il y en a une où il ne s'est pas présenté, mais il a tout simplement
laissé passer son tour, mais dans des conditions tout à fait différentes de celles de l'Académie des sciences. Quand il se présente, c'est un homme connu, et c'est un homme connu qui véritablement provoque un phénomène largement de rejet. Un phénomène de rejet parce que précisément il incarne, avec l'encyclopédie, étant donné ce qu'est l'Académie française à cette époque-là, il est l'impie, c'est-à-dire IMPE, c'est-à-dire véritablement le diable, ou à peu près. Et son élection n'a pas été simple. Duclos, qui était secrétaire perpétuel et qui était une des figures, je dirais, ouvertes de l'Académie libérale du clan philosophique, mais on est dans une académie qui est à cette époque-là une académie, je dirais, un peu en déclin. Elle a été depuis le début du XVIIIe siècle, elle est envahie par les ecclésiastiques. Au début du XVIIIe siècle, ils sont 24 sur 40. À ce moment-là, je veux dire, il y a à la fois les grands seigneurs qui sont dans l'ensemble, surtout là pour leur statut social. Il y a énormément d'ecclésiastiques, mais la plupart ne sont pas des ecclésiastiques vraiment de grands intellectuels. C'est une académie qui a perdu de son prestige. Ce qui est intéressant, c'est que l'Académie des sciences avait un prestige extraordinaire, supérieur à celui de l'Académie française quand Dalembert y rentre. L'Académie française, où il veut rentrer, ça ne représente plus grand-chose à ce moment-là, même si Duclos, qui a été élu en 1746, a une obsession, c'est véritablement de redresser le statut de l'Académie française, d'y faire entrer des philosophes, des littéraires. Bon, il y a Montesquieu, il y a Voltaire, mais ils ne sont pas légion. Et pour Dalembert, c'est vraiment fondamental. L'élection ne sera pas facile. Il passe en 1754, mais il y a un mystère qui plane, je dirais, sur la façon dont... 6 boules noires ont été sorties. Il y a un double scrutin, il y a un scrutin aux voix et un scrutin par des boules noires. Et les boules noires sont rédhibitoires. 6 boules noires, c'est énorme, mais de surcroît, Larpe, qui était une très mauvaise langue, enfin qui était un homme très malveillant, a écrit qu'en fait, ce n'était pas 6 boules noires, mais qu'il n'y avait que des boules noires. Il l'a écrit dans la correspondance littéraire par la suite, mais c'est une histoire assez mystérieuse. En fait, il dit que c'est Duclos qui a triché, qui a bousculé les boules et qui a dit bon, ça va très bien, il n'y en a que 6 boules noires. Et Larpe dit tout était noir d'après eux. Bon, peu importe. Si je cite ça, c'est pour montrer que l'entrée à l'Académie française a été difficile. Et elle a été difficile parce que précisément, alors que cet homme est connu, il n'est pas accueilli à bras ouverts, au contraire. Il y a une opposition, il représente ce que l'Académie française telle qu'elle est, en 1754, déteste, à quelques exceptions près. Bon, il rentre et pour lui, ça a été alors le paradis. Il devient l'Académie française. Il s'identifie à elle alors qu'il est un scientifique. Et je dirais que l'essentiel de sa vie va être à l'Académie française. Il sera, alors qu'il aura été une seule année directeur à l'Académie des sciences en 1768, c'est-à-dire c'est pas beaucoup, il deviendra secrétaire perpétuel de l'Académie française en 1772, il le restera jusqu'à sa mort en 1783, c'est-à-dire que sa vie, entre le moment où il rentre et le moment où il est élu secrétaire perpétuel, il supplée Duclos, il participe à tout. C'est véritablement le choix qu'il opère. C'est très intéressant, c'est-à-dire que cet homme qui a été difficilement accueilli, il trouve là peut-être le statut social dans un milieu qui ne lui est pas favorable au départ. Il aura travaillé avec Duclos à transformer l'Académie, à l'ouvrir, à lui donner le prestige qu'elle a à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à en faire l'Académie des encyclopédistes, des philosophes. Et l'Académie française lui doit énormément, même si elle ne lui a pas ouvert ses bras. Alors c'est là-dessus que je termine. Je voulais marquer que vraiment, ce second Dalembert, c'est le Dalembert que nous voyons à l'Académie et pas le scientifique. C'est celui dont je salue aujourd'hui la mémoire et l'apport à l'Académie qui a été considérable, même si son caractère était horrible, je le dis pour terminer. Je vous remercie de votre attention.